Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi, tous les mardis de 12h30 à 13h en direct sur Décideur TV et sur MyTF1 News. Nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jacques Guyot, directeur des ressources humaines de Général de Santé, premier groupe français d'hospitalisation privée regroupant 75 établissements, soignant pas moins de 1 million de patients et 16e plus gros recruteur français. Jacques Guyot, bonjour. Bonjour Pierre Chavannes. Alors, la santé est au cœur de l'actualité en ce moment. Je pense à Carmat et son cœur artificiel, la polémique sur la réforme du statut des sages-femmes ou encore l'imbroglio autour de la baisse des tarifs des hôpitaux et cliniques privés justement qui a donné lieu à une menace de ces mêmes établissements de ne plus accueillir de stagiaires. Mais les jeunes se sont mobilisés, manifestations, contestations, finalement gouvernement et établissements privés dont vous êtes un des représentants ont réussi à se mettre d'accord, mais cette polémique a relancé le débat sur la formation des jeunes dans le domaine médical. Alors, quelle formation pour quel métier? Voilà le thème de notre décideur de l'emploi du jour. Alors, ma première question est un peu naïve, Jacques Guyot. À quoi servent les stages dans un hôpital? Les stages dans un hôpital, principalement pour le personnel soignant ou essentiellement pour le personnel soignant. Donc en ordre de grandeur, nous accueillons plus de 9000 stagiaires par an dans nos établissements pour un petit peu plus de 20 000 collaborateurs. Donc vous voyez le rapport. Parce que le stage pratique fait partie du cursus de formation d'une infirmière, d'une élève infirmière ou d'un élève infirmier. Alors justement, là, vous parlez d'infirmiers et d'infirmières, mais lorsqu'on gère un établissement comme le vôtre, ce sont des métiers très différents. Je crois qu'il y a à la fois des kinésithérapeutes, des médecins praticiens, des infirmiers dont vous nous parlez, mais voilà, quel est un peu l'éventail des métiers? Alors l'éventail des métiers, je vais commencer par les médecins. Donc dans nos établissements, nous avons un peu plus de 4500 médecins qui exercent dans notre groupe dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral. Donc ce ne sont pas des salariés. Alors concernant les salariés, nous avons coutume de distinguer les soignants. Donc dans les soignants, effectivement, nous avons les kinés, nous avons les infirmières, nous avons les aides-soignants, et puis les non-soignants, donc c'est-à-dire des fonctions qui vont appuyer, qui vont apporter un service aux soignants. Et parmi ces fonctions-là, commençons par la direction, le directeur d'établissement, son adjoint, les fonctions support classiques que sont les finances, les ressources humaines, mais la qualité et puis toutes les fonctions techniques, sans oublier les systèmes d'information. Alors sur les professions à caractère médical, vous parliez des stages justement pour les infirmiers. En ce qui concerne les autres professions, est-ce qu'effectivement c'est une pratique qui est généralisée à tous les métiers à caractère médical dans vos établissements? Il faut passer par des stages? Ah oui, alors ce qui est vrai pour les élèves infirmières l'est également pour les autres fonctions soignantes. Il faut effectivement avoir de la pratique, des périodes de pratique dans le cadre de son cursus en établissement. Alors quel établissement privilégié? Établissement public ou privé? Pour les stages? Lorsqu'on veut se former. Lorsqu'on veut se former, je dirais le cursus, il est bâti, c'est pas tellement une distinction entre le public ou le privé, c'est-à-dire qu'un élève infirmier, une élève infirmière va avoir, alors déjà un ordre de grandeur, la formation dure 3 ans, et dans le cadre au cours de ces 3 ans, la période de stage représente à peu près 40%, voire un petit peu plus, 40% du temps d'études. Donc ce qui est extrêmement important. Et les stages sont construits, je dirais, pour apprendre et se familiariser à toutes les activités de soins, aussi bien des soins de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, mais également tout ce qui tourne autour de la gériatrie, de la santé mentale également. Et donc là, la distinction, elle n'est pas forcément publique-privé, mais elle est surtout en fonction, je dirais, du métier ou de la spécialité de l'établissement dans lequel il faut faire un stage. Alors Martin justement demandait combien de temps gardez-vous vos stagiaires en moyenne? Alors vous avez parlé des élèves infirmiers qui ont des études de 3 ans, 40%, oui. Alors 40% de 3 ans, on est à 1 an et un trimestre, c'est ça? C'est ça à peu près, voilà. Oui. Alors, en ce qui concerne les autres, peut-être Alors, sur la durée des stages, oui. Alors la durée des stages, elle varie en fonction, je dirais, de l'année d'études. Donc, en première année, on fait plus de stages, mais de courte durée, donc pour se familiariser avec le monde de l'hôpital.
Et en dernière année, là, on est sur des stages beaucoup plus longs, qui peuvent même durer quasiment la moitié de l'année. Alors par exemple, effectivement, sur ces 1 an et un trimestre, ça va être découpé en plusieurs, selon les années, en plusieurs stages. Alors c'est des séquences de quoi? De 6 mois, 3 mois? Beaucoup moins. Les premières séquences, c'est de l'ordre d'1 mois, pour finir sur de l'ordre de presque 6 mois. Très bien, mais bon, on a répondu à la question de Martin. Léa demande, recrutez-vous après les stages? Est-ce que c'est systématique? Oui, bien sûr, parce que le stage, alors le stage effectivement c'est un point de passage nécessaire dans l'apprentissage du métier, mais pour nous également, c'est l'opportunité d'entrer en contact avec des élèves soignants et justement de pouvoir mieux se connaître pour que eux après, lorsque nous avons des opportunités, puissent faire le choix de notre groupe. Et c'est-à-dire que vous recrutez uniquement parmi vos stagiaires lorsque vous recrutez un nouveau… Non, alors non, nous ne recrutons pas uniquement nos stagiaires et là notre recrutement, il est toute génération confondue. Ce qui fait une force aussi de Générale de Santé, c'est-à-dire que nous recrutons aussi bien, on va dire, des juniors, des débutants dans la vie professionnelle que des seniors. Et si je peux me permettre, nous avons signé récemment un accord contrat de génération et cet accord contrat de génération vient organiser structurer cette démarche à la fois d'accueil des plus jeunes, des débutants, et leur formation par les plus expérimentés, et le maintien dans l'emploi des collaborateurs qui sont plus avancés dans l'âge. Alors, dans cette période un peu difficile pour les étudiants qui cherchent un emploi, est-ce que, et c'était la question d'Adrien, on peut dire que le domaine médical est un secteur qui recrute beaucoup? Est-ce qu'on peut trouver facilement un emploi dans ce domaine? Oui. Oui, on peut trouver facilement un emploi dans ce domaine-là. Alors, il peut y avoir des disparités régionales. C'est vrai que les besoins ou les offres de recrutement sont peut-être un petit peu plus concentrés et importants, je dirais, dans les grandes agglomérations. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour les 10 années qui vont venir, l'offre d'emploi dans le métier du soin va aller, je dirais, en augmentant. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on va rentrer dans des périodes de départ en retraite des baby-boomers. Et à cela va s'ajouter l'augmentation du besoin en soins, et notamment avec tout le besoin qui va tourner autour de la dépendance. Donc oui, ce sont des métiers d'avenir, si telle est la question. Métiers d'avenir, mais pourtant, quand on pense domaine médical, pour l'étudiant, on pense études de médecine et on pense études très dures, où il y a une sélection intensive. Est-ce que c'est le passage obligatoire, ces fameux concours de médecine? Et si on les rate, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, passage obligatoire, non. Alors, effectivement, le concours de médecine, c'est pour accéder au métier et aux études de médecin. Mais pour un étudiant qui va caler en première année, eh bien, j'irai une palette de métiers dans les métiers du soin va s'ouvrir à lui. Il y a les formations d'infirmiers, de kinés. Alors, qui sont des formations post-bac auxquelles on peut accéder directement Post-bac. Alors, infirmier, j'insiste, c'est sur concours, comme les kinés d'ailleurs. Et on peut démarrer, après avoir tenté médecine, comme infirmière, et puis ensuite évoluer dans les métiers du soin ou de l'établissement hospitalier pour accéder à des fonctions de direction. Tous les métiers médicaux sont sur concours? Je dirais quasiment, oui. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui va rester. C'est important, effectivement, d'évaluer. Ou va-t-on vers une évolution Alors là, je dirais ça sort de mon domaine de compétences. Je pense que oui. Une autre question aussi peut concerner, par exemple, la durée des études. Oui. Mais le sujet est tellement complexe que si je prends par exemple le cas des infirmières, les 3 années sont quand même nécessaires. Alors voilà. 3 ans infirmier, kiné c'est combien d'années? Kiné c'est une colle, là, c'est plus, je ne l'ai pas en tête. Bon. Eh bien c'est pas grave. Est-ce qu'on peut avoir fait d'autres études avant de devenir médecin? Parce qu'aujourd'hui, il y a des passerelles possibles, de plus en plus de passerelles possibles. Un étudiant ingénieur peut évidemment aller se former ensuite dans une école de commerce. On peut avoir fait des études de sociologie et passer les concours des écoles de commerce. Est-ce que c'est le cas pour médecine? J'ai une licence, imaginons, en histoire de l'art. Est-ce que je peux devenir médecin? Oui. Alors comment? À condition de réussir le concours de première année. Alors, bon là, soyons réalistes, ces cas-là sont extrêmement… On a perdu 3 ans alors. Il faut quand même recommencer. On s'est enrichi intellectuellement. L'histoire de l'art, c'est quand même très important. Mais attention, donc le point d'entrée en médecine, c'est la réussite en concours de la première année pour passer en 2e année. Et si vous me posez la question, oui, j'ai des exemples en tête de gens qui ont démarré dans d'autres filières ingénieurs,
qui, au bout d'un moment, se sont sentis plus attirés par le métier du médical et se sont engagés dans des études de médecine. Et puis également d'une infirmière qui, à un moment donné de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle, a pu se consacrer à des études qui sont extrêmement importantes et qui est aujourd'hui médecin dans un de nos établissements. Alors attention, là on est quand même sur des situations exceptionnelles. Voilà. Il n'y a pas d'équivalent, c'est-à-dire qu'il faut, le virage est possible, mais il faut recommencer de zéro. Exactement. Alors, il y a une autre polémique qui fait l'actualité, c'est tout ce qu'il y a autour du statut des sages-femmes, puisque Marisol Touraine, ministre de la Santé, a promis de faire évoluer ce statut, a déjà donné des gages sur cette réforme, et notamment la reconnaissance des compétences médicales des sages-femmes. C'est l'occasion pour moi de vous demander, effectivement, en effet, dans un établissement, dans un groupe comme le vôtre, il n'y a pas que des médecins, il n'y a pas que des professions à caractère médical. Comment faites-vous la distinction et quelle est la part réciproque de ces différents métiers? Alors, je vais commencer par le dernier point, c'est-à-dire en termes de volumétrie, c'est 50%. C'est-à-dire qu'il y a dans un établissement, il y a à peu près 50% de soignants ou de collaborateurs concourant aux soins, et puis 50% de fonctions qui vont les appuyer et les aider dans l'exercice de leur métier. Alors, dans les différentes fonctions, je les ai citées tout à l'heure, je ne sais pas si vous voulez que je revienne dessus. Non ? Éventuellement, directeur d'établissement. Directeur d'établissement. Pour les plus gros établissements, un directeur adjoint qu'on appelle un directeur des opérations. Ensuite, gérer les fonctions support classiques d'un établissement, comme la finance, les ressources humaines. Mais dans nos établissements, des fonctions extrêmement importantes que sont la qualité, l'assurance qualité. Et puis, dans un établissement de soins, il y a une fonction qui est très importante, qui est la fonction de direction des soins infirmiers. Et cette fonction-là, c'est l'encadrement du personnel soignant. C'est une personne qui encadre le personnel soignant. Donc un rôle extrêmement important d'un point de vue managérial. Et alors, comment définit-on le caractère médical d'une profession? Si je reprends l'exemple des sages-femmes, qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer qu'elles sont une profession médicale ou non? Je dirais là, c'est la règle ou la réglementation qui va décider de ce qui relève de l'activité médicale, parce que pour pouvoir à ce moment-là exercer dans ce cadre-là, il faut y être autorisé. Donc je dirais, ce sont les pouvoirs publics qui le décident. Alors, j'ai une question de Gilo qui demande quel métier recrutez-vous le plus? Et vous voyez, je vais rebondir sur la question de Gilo pour passer à la rubrique les postes à pourvoir. Alors, oui. En effet, Jacques Guyot, combien de personnes pensez-vous recruter en 2014? Alors, en 2014, nous recruterons plus de 2000 personnes en CDI à temps complet. 2000 personnes en CDI à temps complet. Et alors, sur quel poste, justement, quel métier? Alors, les 2/3 de ces recrutements se feront sur des fonctions de soignants et principalement d'infirmières ou d'infirmiers. Alors, en effet, j'ai vu que les infirmiers et infirmières représentaient quasiment 60% de votre effectif, 58% si on est précis. Comment ça se fait, déjà, première question? Tout simplement par rapport au cœur de métier. Lorsqu'on soigne des patients, encore faut-il avoir le personnel, je dirais, correspondant. Donc nos activités sont des activités de soins. Alors, quel profil recherchez-vous sur ce type de poste? Quelles sont les qualités que vous recherchez pour les soignants? Infirmiers, oui, les soignants. Alors, premier élément, je dirais, c'est assez simpliste, il faut être diplômé. On ne peut pas exercer ce métier si nous ne sommes pas diplômés. Et puis, deuxième point important qu'on va vérifier, c'est l'engagement dans le monde du soin et notamment le monde hospitalier. Et puis, le troisième point que nous allons vérifier, c'est la capacité et la volonté, je dirais même le plaisir à travailler en équipe. Quel salaire peut-on espérer sur ce type de poste? Alors, quand on démarre comme infirmière ou infirmier chez Général de Santé, le salaire de départ est de l'ordre, là je vais parler en annuel, de 22 000 €. Et après, et c'est là aussi, si je peux me permettre, une caractéristique de notre groupe, c'est une volonté du groupe et un axe fort de la politique ressources humaines, c'est de développer la promotion interne. Nous, ce qui nous intéresse et ce qui nous anime tous les jours, c'est de permettre à des collaborateurs qui le veulent et qui le peuvent d'accéder à des fonctions, soit dans le soin un petit peu plus pointues, comme par exemple les fonctions dans les blocs opératoires ou en anesthésie, ou des fonctions de management. Et donc de leur donner, de leur ouvrir le champ des possibles. Alors c'est une question intéressante que vous soulevez. C'est vrai qu'on a un peu tendance
à imaginer être médecin, infirmier, chirurgien, que sais-je. C'est un peu comme être avocat, c'est comme différentes professions. Il n'y a pas d'évolution de métier possible, on l'est à vie. Alors là, effectivement, est-ce qu'il y a une évolution transversale comme on peut avoir dans une entreprise plus classique? Est-ce qu'on peut passer de infirmier à généraliste, de généraliste à chirurgien? C'est possible ça? Alors c'est possible, mais pour reprendre la question tout à l'heure, c'est extrêmement rare. Oui. J'ai un cas en tête, mais un cas bien réel. Par contre, tout simplement parce que les études sont longues et il faut pouvoir, je dirais, il y a un temps pour tout. Mais sinon, pour des collaborateurs qui rentrent comme infirmiers ou infirmières, oui, il y a des évolutions possibles, et notamment dans les fonctions de direction. Donc, c'est au niveau de l'encadrement? Voilà, c'est aux fonctions de l'encadrement. Donc, je vous parlais tout à l'heure des postes de directeur des soins infirmiers. C'est un poste extrêmement important dans un établissement, puisque c'est un poste de management des équipes. Et puis ensuite, il y a la possibilité d'évoluer vers des postes de directeur adjoint ou de directeur d'établissement. Et donc là, effectivement, nous avons à la tête de certains de nos établissements des personnes, des directeurs ou des directrices qui ont suivi ce cursus-là. Alors, on peut donc venir du domaine médical pour devenir directeur d'établissement. Est-ce qu'il y a quand même d'autres profils sur ces postes-là? Oui, sur les directions d'établissement, oui, il y a d'autres profils. C'est-à-dire que nous ne sommes pas complètement figés sur un cursus. Au contraire, nous voulons être extrêmement ouverts parce que nous, ce qu'on va rechercher, c'est la capacité à diriger un établissement, à animer des équipes, à gérer un compte d'exploitation, parce qu'il faut être rigoureux dans sa gestion, et d'avoir, et c'est un point que nous recherchons, gérer la volonté et les capacités à s'engager dans le monde hospitalier. Alors en fait, vous recherchez un étudiant d'école de commerce qui se passionnerait pour les métiers de la santé? Alors il y en a. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les écoles de commerce, dans bon nombre d'écoles de commerce en France, vous avez des spécialités santé, établissements de santé. Alors justement, est-ce que vous avez des partenariats avec certaines écoles? Alors des partenariats. De santé, oui. Alors nous travaillons, des partenariats avec un grand P, non, mais nous travaillons en collaboration avec de grandes écoles de commerce. Pour revenir à la question des stages de tout à l'heure, où justement nous offrons des stages lorsque les opportunités se présentent à des étudiants de ces filières-là. D'accord. Robert demande, je suis infirmier, j'aimerais postuler. Où puis-je le faire? Alors le plus simple, c'est d'aller sur le site de Général de Santé. Il y a une page emploi, recrutement, et qui va poser quelques questions. Et à Robert, c'est Robert, c'est ça? Absolument. Voilà, et notamment donc, sur les métiers qui l'intéressent et les régions qui l'intéressent, le ou la région qui l'intéresse. Alors nous allons donc passer maintenant justement au conseil aux candidats. Alors Jacques Guyot, quels pourraient être les 3 conseils CV que vous pourriez donner à d'éventuels prétendants candidats pour travailler dans vos établissements? 3 conseils. Le premier, une page. Parce qu'un CV, toujours une lecture rapide. Et pour pouvoir accrocher sur les points importants, il faut que la lecture puisse être le plus rapide possible. Deuxième point, être sincère. C'est-à-dire qu'il faut dire la vérité, surtout dans des métiers du soin. Donc le diplôme dont le candidat est titulaire, ou les diplômes, et puis le cursus. Parce que derrière, les activités sont importantes, donc il ne faut pas mentir. Et puis le troisième point, je crois qu'il faut être très clair dès le départ sur le projet professionnel. Je postule pour tenir quel type de poste? Quel type de poste? CV en une page. Robert demande lettre de motivation manuscrite ou format numérique? Numérique. Numérique. Numérique, c'est plus simple. Les tests de graphologie, ça ne se fait plus? C'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne, ça. Bon. Vous parliez de la lisibilité. Effectivement, c'est sur quel poste on postule, c'est ça qu'il faut identifier directement sur le CV? Alors oui, sur le CV, c'est mon projet professionnel ou pour quel type de poste. Comme ça, le recruteur verra tout de suite, pour aiguiller tout de suite vers quel… Est-ce rédhibitoire? S'il n'y en a pas, vous mettez dans la pile? Non, mais on se doute bien que si une personne a un diplôme d'infirmière et a travaillé X années dans tel ou tel établissement, on va se douter que c'est pour un poste. Donc qu'est-ce que vous regardez en premier? Fait que ça va sur la pile de droite ou la pile de gauche? Alors, en premier, le diplôme, et 2, le parcours professionnel. Alors après, effectivement, par rapport à la lettre de motivation, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre le projet. Et au travers de la lettre, on arrive à identifier à qui est au bout
on va dire, du PC. Et puis ensuite, de voir quel type de projet professionnel ce candidat a et dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Pour l'entretien, quel conseil? Alors l'entretien, je vais revenir à la vérité. Il faut dire la vérité, il ne faut pas bluffer. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout avoir fait. Il est important de dire exactement qui on est et ce qu'on peut faire. Alors quel est l'enjeu derrière voilà, il y a évidemment une obligation morale, dire la vérité, mais d'un point de vue pratique, quels peuvent être effectivement les pièges à eh bien, un peu embellir son expérience? Le piège, c'est de ne pas être capable de faire finalement ce qu'on va demander au candidat. Et dans ce domaine-là, c'est assez délicat, c'est même gênant. Ce sont même des vies qui sont en jeu. Ce sont des vies, oui. Mais je dirais, ça va au-delà même du métier du soin. C'est sur tous les postes. Si j'ai un conseil à donner, c'est toujours dire la vérité. Deuxième conseil pour un entretien, c'est d'être ponctuel. Alors j'espère aussi, et là je m'adresse aux recruteurs, d'être ponctuels aussi dans l'accueil de leurs candidats. Mais la ponctualité, c'est quand même quelque chose enfin, en tout cas, moi, j'y attache beaucoup d'importance. Alors, qu'est-ce que cela traduit, selon vous, le fait d'être ponctuel ou de manquer de ponctualité? Est-ce que ça va au-delà de... Ponctuel, ça veut dire c'est la rigueur, c'est le respect de l'autre. Donc déjà, ça commence bien. Et puis, troisième conseil, je dirais, c'est de relativiser les choses. C'est-à-dire que le candidat, lui, va venir vendre son parcours professionnel, son savoir-faire. Et ce qu'il faut qu'il se dise, c'est que le recruteur en face, lui, il va lui vendre son groupe, il va lui vendre son entreprise. Donc les deux ont quelque chose à proposer à l'autre. Voilà. Et donc de ne pas se sentir dans une relation complètement déséquilibrée. Au contraire, il faut se dire, voilà, les deux ont quelque chose à gagner au travers de cet entretien. Donc le candidat a aussi à tester un peu le recruteur? Oui, parce qu'il va faire son choix. Alors, bien sûr, dans la mesure du possible, où il a le choix. Mais ça, c'est extrêmement important parce qu'on écrit quand même une page de vie professionnelle. Donc autant faire en sorte que les choses, je dirais, s'accommodent le mieux possible. Et en général, c'est plutôt bien vu que le candidat pose à son tour des questions, ça montre qu'il s'intéresse? Bien sûr. C'est ce qu'on va vérifier. On va regarder si le candidat s'est intéressé au groupe, au métier, s'il a quelques données chiffrées, c'est-à-dire s'il a déjà une vision assez précise du milieu pour lequel il postule. Donc oui, c'est une marque d'intérêt. Alors moi j'ai une question sur cet entretien. Est-ce que vous testez les qualités relationnelles? Parce qu'il y a souvent eu des débats sur voilà, le fait que les médecins peuvent être de très bons praticiens, mais mauvais, nuls en relations humaines, et que ce côté relationnel avec le patient prend de plus en plus de place. Est-ce que c'est quelque chose que vous, maintenant, testez dès l'entretien? Alors, je vais distinguer selon les postes. Bon, pour les personnels soignants, là, ce sont notamment les directrices de soins ou leurs collaboratrices, leurs adjointes, qui vont, au travers d'entretiens, mesurer ce point-là. Pour des fonctions de direction, de directeur ou de directeur adjoint, nous avons un parcours construit notamment avec un assessment, où on va aller justement regarder ce point-là, c'est-à-dire si le candidat a une vraie posture de manager. Alors, j'aurais une dernière question sur l'apprentissage. L'apprentissage, avez-vous des apprentis dans vos établissements? C'est quelque chose que les contrats d'apprentissage? Alors, bien sûr, il y a des apprentis sur différentes fonctions, pas uniquement le métier du soin. Et là, également, sur l'apprentissage, on travaille en fonction de nos capacités d'accueil. C'est-à-dire l'engagement, c'est de pouvoir justement bien former, bien accompagner l'apprenti et de ne pas partir sur une volonté d'apprentissage à gérer de masse, parce que là, on ne sera pas au rendez-vous du qualitatif. Alors, le gouvernement vise néanmoins 500 000 apprentis en 2017 contre 430 000 aujourd'hui. Il y a eu un rapport interministériel qui est paru cette semaine et qui porte sur les freins non financiers au développement de l'apprentissage. Et ce qui ressort, c'est que ce serait l'éducation nationale qui serait fautive, pour la simple et bonne raison que l'idéologie ancienne qui met de côté le monde professionnel et le monde éducatif serait encore très forte chez les étudiants. Qu'est-ce que peut-être votre avis là-dessus? Je vais avoir un avis nuancé. C'est vrai qu'on a peut-être dans les temps anciens eu une image
pas suffisamment positive de l'apprentissage, mais on voit bien que c'est quelque chose qui permet une transition, je dirais, intelligente entre le monde de l'enseignement et le monde professionnel. Donc cette formation par la pratique, je dirais, c'est essentiel. Alors nous, dans notre cœur de métier, je reviens aux soignants, puisqu'on parlait tout à l'heure début d'émission sur justement l'importance des stages, de la pratique dans la formation. Donc oui, je dirais cette pratique-là, cette pratique professionnelle, il faut qu'elle soit la plus facile à gérer possible. Donc s'il y a un message par exemple à passer au pouvoir public, oui, essayons de travailler ensemble pour lever tous les verrous s'il y en a. Mais là, c'est une voie d'avenir, bien sûr. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jacques Guyot. Merci aux internautes pour toutes vos questions. C'est un sujet qui vous a passionné, parce que vous étiez nombreux. D'ailleurs, désolé pour les questions que je n'ai pas relayées. La semaine prochaine, eh bien, ce sera Nicolas Pagnès qui sera à ma place. Et pour les 3 prochaines semaines, il recevra Patrick Dumoulin, directeur France de Great Place to Work, pour revenir eh bien, sur ces phénomènes de classement des entreprises où il fait bon vivre, un critère qui est de plus en plus important pour la nouvelle génération. Merci beaucoup, à très bientôt.